Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, adoption de la loi de finances rectificative 2024. 137 députés ont voté pour l'ensemble du texte, 14 se sont abstenus. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent de la requête de Barthélémy Diaz. Ce dernier avait porté sa radiation de l'Assemblée nationale devant l'arbitre constitutionnel. Campagne de commercialisation de l'arachide, 34 tonnes d'arachide saisies par le service départemental de commerce de Mbour. 2 opérateurs sont poursuivis pour pratiques commerciales illégales. Organisation des JOJ 2026, Mamadou Diagne se prononce sur le mode de financement. Cette polémique relève d'un malentendu. La représentante de la municipalité de Dakar a pris part à toutes les réunions du COJOJ selon son président. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, en ce jour de réveillon de Noël, Monseigneur Benjamin Ndiaye appelle à la solidarité à l'égard des couches vulnérables. Pour cette année, il a délivré son message de Noël au milieu des tout-petits à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso. C'est au milieu des enfants de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque que Monseigneur Benjamin Ndiaye a prononcé son traditionnel message de Noël. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. En Jésus-Christ, l'enfant de Marie et le protégé de Saint Joseph, célébrons la proximité de Dieu. Admirons son humilité dans son abaissement et laissons-nous transformer par sa présence pour une meilleure qualité de vie. Un message, un énième appel à la solidarité et à l'entraide dans un monde confronté à des conflits, mais également à des catastrophes naturelles. Chers amis, il est vrai que la fête de Noël advient en cette année 2024 dans une période troublée, marquée de par le monde par tant de guerres et de conflits, de catastrophes, avec leur cortège de morts et de destruction. Comment alors annoncer l'avènement du prince de la paix, Jésus-Christ, dans un contexte aussi déprimant, au cœur de ce monde, où nous nous sentons plus que vulnérables, avec nos difficultés, nos craintes et même nos peurs? Cette bonne nouvelle retentit encore. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Dieu le Créateur ne nous abandonne pas. Il n'est pas un Dieu indifférent et lointain. Bien au contraire, il s'est voulu tellement proche de sa créature qu'il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie au moment qu'il a fixé dans sa souveraine puissance. Le don de vie pour les pauvres, une pensée et une attention particulière pour les enfants ont également marqué le message de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Rappelons-nous adultes, nous adultes, le grave devoir de leur offrir un monde où ils se sentent heureux, protégés, soignés, aimés. Que nos pauvretés et nos manques ne nous empêchent pas d'aimer les enfants et de faire tout notre possible pour qu'ils soient heureux. Que prévale aussi dans notre fonctionnement social la solidarité et l'entraide pour des enfants heureux, épanouis et bien instruits. Les actions de l'État du Sénégal, tout comme celles des communautés religieuses, des diverses associations, ainsi que les magnifiques services rendus par différentes pouponnières, garderies et autres structures dédiées qui prennent soin, avec l'aide des donateurs,
de tant de vies humaines qui auraient du mal à vivre et à s'épanouir. Au nom du Dieu de la vie, mettons-nous au service de la vie dans un esprit d'entraide et de solidarité pour que les pauvres se sentent aimés et respectés. De la joie et de la lumière pour célébrer la naissance du Christ au milieu des enfants de la paroisse Sainte-Agnès, Monseigneur Benjamin Ndiaye a communié avec le public. Et pour son premier message de Noël, l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, a mis l'accent sur la miséricorde et la paix. Le voici avec notre équipe. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il retrouve, qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu à l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. Je manifeste ma proximité à tous ceux et celles qui ont du mal à pardonner, en priant le Seigneur de toucher leur cœur, puisque le pardon est la seule porte de sortie de la chaîne de violence. Je vous souhaite à tous, chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, un joyeux Noël et que la joie règne dans nos cœurs. Sera-t-elle remplie cette année la hotte du Père Noël? Pas si sûr, à cause de la conjoncture économique morose en ce moment. Reportage à Saint-Louis du Sénégal, Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans l'île de Saint-Louis, c'est l'unique site où les femmes et leurs enfants se bousculent pour acheter des jouets ou pour décorer leur maison. Ndiaye, elle, a déjà fait 10 minutes dans le magasin pour acheter un jouet pour son fils de 2 ans. Oui, pour acheter des cadeaux pour mon bébé. Si, des motos, une voiture, si c'est possible. Dans ce magasin, Nafissatou Cissé a déjà acheté quelques décorations pour la maison familiale. Fabinte Diop, elle, a également fait son choix pour ses enfants. Je suis Saint-Louisienne. Je suis venue faire des achats pour ma mère. Des nappes en toile et tout ce dont on a besoin pour la maison. Pour le réveillon de ce soir, Inch'Allah. Aujourd'hui, je suis là pour acheter des cadeaux pour mes enfants. Juste pour leur faire plaisir. Pour les garçons, je peux les offrir des motos ou vélos. Ici, l'ambiance est au rendez-vous. Les vendeurs se frottent les mains malgré la conjoncture. Je choisis généralement les poupées, mais aussi et surtout qu'aujourd'hui, la tendance cette année, elle est plus d'un peu sur les jeux instructifs. Déjà, les parents les poussent dessus, mais en même temps, les enfants eux-mêmes, donc voilà, ça tire à ça, donc pour déjà les classes, pour les études, et certainement, donc c'est vraiment, c'est la mode aussi. Les parents sont avertis, les prix des jouets varient ici entre 2000 et 110 000 francs CFA. Rome se prépare à accueillir des milliers de pèlerins venus du monde entier pour célébrer le jubilé de Rome, jubilé exceptionnel placé sous le signe de l'espérance. Du 24 décembre au 6 janvier 2026, ce pèlerinage spirituel de l'Église catholique invite les croyants à renouer avec leur foi. C'est un reportage de Augustin Faye. Rome s'apprête à vivre un moment exceptionnel, le Jubilé 2025, un événement religieux majeur qui se déroule traditionnellement tous les 25 ans. Initié par le pape François, cette année jubilaire promet d'être unique, marquant un temps de réconciliation, de pardon et d'espérance pour l'Église catholique et le monde entier. Bien que centré sur la tradition catholique, le Jubilé 2025 cherche à transcender les frontières religieuses, invitant tous les hommes et femmes de bonne volonté à réfléchir sur des valeurs universelles de compassion, de justice et d'espérance. Le premier jubilé catholique fut institué en 1300 par le pape Boniface VIII. À cette époque, il devait être célébré tous les 100 ans. Cette périodicité a ensuite évolué.
En 1343, le pape Clément VI l'a réduit à 50 ans. En 1470, Paul II établit le rythme de 25 ans que nous connaissons aujourd'hui. Des jubilés extraordinaires peuvent être également proclamés pour des occasions spéciales. Le jubilé 2025 sera donc le 27e jubilé ordinaire de l'histoire de l'Église catholique. L'événement représente un défi considérable, plus de 30 millions de pèlerins attendus, le déploiement de milliers de bénévoles, la mise en place de dispositifs de sécurité renforcés et la coordination entre le Vatican, la municipalité de Rome et les autorités italiennes. Le pape François a souhaité que ce jubilé soit un moment de réconciliation et de renouveau spirituel. C'est un temps de grâce, déclare-t-il. Une opportunité pour chacun de redécouvrir la miséricorde divine et de se reconnecter avec les valeurs essentielles de compassion et de fraternité. L'ouverture des portes saintes sera le point de départ des célébrations le 24 décembre 2024. Ces portes, symboles de la miséricorde divine, accueilleront des millions de pèlerins. Des parcours de pèlerinage guideront les fidèles à travers les lieux sacrés de Rome, mettant en avant les aspects historiques et religieux de la ville. Des messes et veillées de prière présidées par le pape seront organisées aussi sur la place Saint-Pierre. Des moments clés comme la bénédiction Urbi et Orbi attireront des foules du monde entier. Rome deviendra aussi une scène culturelle. Concerts, expositions, conférences et spectacles mettront en valeur l'héritage chrétien et universel. Le jubilé 2025 s'annonce bien plus qu'un simple événement religieux. C'est un moment de réflexion globale, une opportunité de reconstruction et d'espérance pour l'humanité, dans un contexte mondial marqué par des tensions et des défis multiples. Les regards du monde entier seront tournés vers Rome, où la tradition séculaire rencontrera les aspirations contemporaines à la paix et à la fraternité. Merci Augustin. À la une également de l'actualité, l'adoption de la loi de finances rectificative 2024. 137 députés ont voté pour l'ensemble du texte. Selon la présidente du groupe parlementaire Takowalou, Aïssata Tall Sall, le texte présenté par le gouvernement cumule plusieurs irrégularités. Le ministre des Finances et du Budget a pris son contre-pied. Habib Faye. La présidente du groupe parlementaire Takowalou balaie d'un revers de main la loi de finances rectificative. Aïssata Tall Sall d'évoquer une violation de la loi des finances. J'ai lu la loi de finances rectificative. Pour moi, elle contient 3 curiosités sur lesquelles nous devons nous arrêter. La première curiosité, c'est que de mon point de vue, cette loi viole l'orthodoxie financière. Elle viole l'orthodoxie financière parce que le principe est que la loi de finances rectificative corrige la loi de finances initiale. Or, et vous l'avez expliqué dans l'exposé des motifs, il est arrivé des dépenses auxquelles vous devez faire face. Les inondations en font partie, les élections en font partie, la restructuration du gouvernement en font partie. Comment se fait-il que vous ayez déjà consommé tous ces crédits pour venir nous demander de voter la loi? Pourtant, elle est votée par 138 députés. Ayib Daffé prend le contre-pied et renvoie Aïssata Tall Sall à l'article 47 de la loi organique 2020-07 du 26 février 2020. Malheureusement, la présidente Aïssata Tall Sall, qui était prise par un calendrier sûrement chargé, n'avait pas assisté, était absente des séances de commission et n'a pas pu suivre les explications du ministre des Finances et du Budget. C'est pourquoi elle est venue avec beaucoup de fausses informations par rapport à cette loi de finances rectificative. Et pour dire que cette loi de finances rectificative respecte intégralement la loi organique relative aux lois de finances, article 47. Présent à l'hémicycle, le ministre des Finances et du Budget fait des promesses sur les recettes. Recettes immobilières, d'après le Code général des impôts, Code général des douanes, janvier, février, liggéey bi tàmbale. Balaa ñoo dugg avril, wala balaa ñoo sori ci avril, war nañoo am ay idées yu gën a leer ci ban code général des impôts la ñuy am ndax code général des douanes boobu méngoo na ak économie bi méngoo na ak transaction yi ni muy demee ndax mu ngi jël en compte les secteurs véritablement qui portent la croissance économique au Sénégal. Les recettes du projet de loi de finances rectificative sont réajustées à 4 075 milliards de francs CFA, soit une baisse de 840,2 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale. Il faut noter que les dépenses sont réévaluées à 6 437,2 milliards, soit
une augmentation de 681,8 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent de la requête de Barthélémy Diaz. Ce dernier, vous le savez, avait porté sa radiation de l'Assemblée nationale devant l'arbitre constitutionnel. Le Conseil s'est donc déclaré incompétent. Organisation des JOJ 2026, Mamadou Diagne se prononce sur le mode de financement. Cette polémique relève d'un malentendu, a-t-il dit. La représentante de la municipalité de Dakar a pris part à toutes les réunions du COJOJ, selon Mamadou Diagne avec Ousseinou Diop. Il faut être très prudent dans le maniement des gisements de pétrole et du pétrole, parce que partout en Afrique on dit pétrole, il y a toujours des palabres pour parler comme nos cousins ivoiriens. Donc laissons les autorités faire. Donc il faut savoir raison garder, regarder quelle est l'approche et l'organisation du tableau des opérations des ressources pétrolières. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Toute autre chose, campagne de commercialisation de l'arachide, 34 tonnes d'arachide saisies par le département, par le service départemental de commerce de Mbour. 2 opérateurs sont poursuivis pour pratiques commerciales illicites. C'est un reportage de Ndaïmati Djeng. Sur place à Kermoussa, nous avons trouvé 26 tonnes d'arachide collectées illicitement dans ce point de vente clandestin. 7 autres tonnes sont saisies à Ndjarmeu, toujours dans la même commune, c'est-à-dire à Nguékhor. Donc actuellement, durant ce week-end-là, du jeudi jusqu'au dimanche hier, nous avons pu saisir 34 tonnes d'arachide. Nous avons pu constater sur la saisine de la gendarmerie que le centre où nous sommes actuellement n'a pas été agréé par l'État. Nous avons trouvé que l'opérateur en question, il achetait à 300 francs et 2 semaines plus tôt, il avait également commencé à collecter de l'arachide à 275 francs. Le nécessaire est fait pour corriger cette forfaiture à l'endroit des agriculteurs. Là, on a ouvert la procédure contentieuse, mais également collecte d'arachide dans un lieu qui n'était pas agréé par l'État. Soit ils acceptent les faits qui leur sont reprochés et ils subissent une amende. Si ce n'est pas le cas, nous serons tenus de procéder à la saisie, mais à la vente également de toute cette production et de les traduire devant la justice. Ils sont reçus par le procureur de la République. 2 opérateurs sont incriminés et selon Mamadou Lamine Ndiaye, la loi sera appliquée. Donc quand nous sommes venus ici jeudi dernier, la première chose que nous avons fait, il a été sommé de payer à 305 francs ceux à qui il n'avait pas encore payé. Maintenant, ce point n'a pas été agréé, donc il ne peut plus continuer à récolter et à collecter des graines ici. Consigne est donnée aux agriculteurs de signaler tous les points de collecte qui ne sont pas conformes aux normes fixées par l'État du Sénégal pour l'achat des graines d'arachide. La Fédération des syndicats de la santé en grève les 2 et 3 janvier prochains. Ce regroupement de syndicats veulent ainsi protester contre les engagements signés et non respectés par l'État du Sénégal. Leur porte-parole avec Dissa Prera. En grève les 2, le 3 janvier 2025. Mais aussi, on a une assemblée générale qui est prévue le 9 au Roi-Baudouin. On prévoit aussi une tournée nationale. En même temps aussi, il y a le boycott des supervisions et la rétention d'informations qui est en vigueur. Bon, nous allons en grève parce que nous nous sommes rendus compte que l'État pour nous c'est une continuité. Mais nous avons constaté depuis un certain temps, malgré les rencontres que nous avons eues avec le ministère de la fonction publique, l'État ne s'est pas prononcé de façon très claire et très nette sur des points qui ne sont pas des revendications nouvelles, mais des accords qui avaient été signés. Il s'agit surtout de l'indemnité de logement, où nous avions dit que c'est un droit constitutionnel. En même temps aussi, tous les fonctionnaires, qu'ils soient administratifs, techniques ou autres, ont déjà bénéficié de cette indemnité de logement. Il ne restait que le personnel de soutien des structures hospitalières. Et ce problème-là avait été dépassé au temps où l'ancien ministre Abdoulaye Daouda Diallo était là. Parce que pour nous, c'est le rôle régalien de l'État d'assurer la continuité du service public. Et l'État avait donné une subvention de 8 milliards
140 et quelques millions. Nous avons constaté qu'au lieu de donner aux ayants droit, ils ont retourné cet argent. La première année, presque 6 milliards, la deuxième 4 milliards, ce qui faisait 10 milliards. Les travailleurs des postes et télécommunications ne savent plus à quel sens vouer. Leur quotidien est bouleversé par des retards de salaire. Leur porte-parole Ibrahim Sarr, secrétaire général du syndicat des travailleurs des postes et des télécommunications, avec Ibrahim Khan. Figurez-vous, aujourd'hui, on est le 24 décembre 2024. Personne ne pouvait penser que des travailleurs dignes, des travailleurs engagés soient restés jusqu'au 24 décembre sans percevoir leur salaire du mois de novembre, encore moins ceux de décembre. Pourquoi on est resté jusqu'au 24 sans pour autant réagir? Parce que nous avions rencontré notre ministre de tutelle qui nous avait assuré que ce problème est pris à bras le corps et que son homologue du ministère des Finances est impliqué et ils sont conscients de la situation. Moi personnellement, le directeur de cabinet du ministère m'a interpellé plusieurs fois pour me dire que à telle date vous recevrez vos salaires et jusqu'à ici on ne les reçoit pas. Je dis que ce sera la dernière fois qu'on se réunisse ici. Si en tout cas le salaire n'est pas payé, le Premier ministre prépare une déclaration de politique générale. Je demanderai à tous les travailleurs avec leurs familles de sortir de leur maison où ils vivent la misère pour venir en tout cas de visu demander au Premier ministre de régler définitivement ce problème-là. Encore des inondations au quartier Medinatul Munawara, est de Keur Massar Sud. Les populations vivent cette situation difficile depuis plusieurs mois. C'est un reportage de Aminata Ba. Des eaux de pluie stagnantes sur les rues qui dégagent une mauvaise odeur et des tifas, c'est le décor qui se manifeste à première vue au quartier Medinatul Munawara Est de Keur Massar Sud. Une situation qui inquiète les habitants. Ils se sont exprimés pour alerter. Depuis que le quartier existe, nous vivons dans des difficultés énormes. Nous sommes en saison des sèches, mais vous les voyez, donc partout il y a des eaux stagnantes dans notre quartier. Et cela peut amener donc beaucoup de problèmes au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la circulation donc de nos enfants. Et là aussi c'est un très grand danger. Il y a des piles parce que les eaux sont stagnantes partout. Ces habitants de Medinatul Munawara Est de Keur Massar Sud souhaitent aussi bénéficier des ouvrages d'assainissement du projet 2. Dans les prévisions, il est prévu qu'on accompagne ce quartier aussi pour qu'on puisse bénéficier de ce projet. Mais on note toujours ces lenteurs administratives et nous lançons une alerte à l'endroit des autorités pour qu'on puisse accélérer ce projet et nous aider un peu à sortir de ce problème. Mais dans l'urgence, ces sinistrés comptent organiser une collecte de fonds. L'objectif est d'avoir les moyens pour évacuer les eaux de pluie stagnantes. Donc on a décidé d'aller vers des cotisations mensuelles et de fixer également des montants et des plafonds pour que tout le monde participe. Il faut que chacun mette la main à la pâte pour qu'on puisse réussir cette action. Le maire de la commune de Keur Massar Sud, Mohamed Bilal Diatta, est interpellé par les habitants de Medinatul Munawara Est. Outre le défaut d'assainissement, leur quartier souffre également d'absence d'infrastructures sociales de base. Merci Aminata. Et puis un mot de sport, le festival des arts martiaux s'est tenu à Louga. Les organisateurs se disent satisfaits de cette journée de pratique sportive. Ils incitent à la pratique des arts martiaux dans cette partie du pays. C'est un reportage de Tchernofal. La 4e édition du Festival des arts martiaux de Louga a rassemblé cette année plus de 230 athlètes. Des combattants passionnés et déterminés venant de tout horizon ont pris part à ce grand rendez-vous sportif organisé dans la capitale du Njambur. On a regroupé ici les meilleurs boxeurs du Sénégal qui sont là depuis hier en train de livrer des combats de haute facture. Pour le karaté aussi, tous les éléments de l'équipe nationale sont là. On a aussi d'autres athlètes qui sont au niveau international qui sont venus participer dans la compétition de karaté.
Ce festival a été initié il y a 4 ans par le centre sport Pointe Kona Sansei pour promouvoir le sport lougatois et particulièrement les arts martiaux. On a fait beaucoup de réalisations et on est très satisfait sur ce bilan. Donc maintenant, vous avez vu, ce festival fait partie des réalisations aujourd'hui qui a pris maintenant une dimension internationale. La présence remarquée de tous les membres de la Fédération sénégalaise de karaté a ajouté une dimension officielle à l'événement. Le président El Mokhtar Diop, qui a présidé la délégation, s'est exprimé en faveur des organisateurs du festival. Louga a besoin de ça parce que c'est l'une des discipline qui apporte beaucoup plus de satisfaction au niveau de Louga. Donc raison pour laquelle nous faisons appel aux autorités pour accompagner le club dans les différentes disciplines qui sont là-bas, que ce soit pour la boxe et pour le karaté, parce que ça fait partie de la promotion de la région de Louga. Cette édition a été marquée par la tenue de l'Open de karaté qui a regroupé 6 catégories de karatéka, de 17 combats de boxe, mais également des combats de taekwondo, des spectacles qui ont... C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.